Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente Bilitis. Bonjour Bilitis. Hello Angélique. J'espère que tu vas bien. Oui, super. Et je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour notre échange. Oui, moi aussi. Alors, Bilitis, tu es coach entrepreneur au féminin pour les êtres ultra sensibles. Tout à fait. Aujourd'hui, tu vas justement aborder le sujet de l'hypersensibilité, de l'ultrasensibilité. Donc, avant de commencer, Bilitis, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter à la communauté, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Angélique. Bonjour à toi qui nous écoutes. Donc, pour ma part, donc oui, donc je m'appelle Billy Sis. Je suis originaire du sud de la France, dans le Var. Et la particularité, c'est que dès l'âge de 10 ans, en fait, j'ai eu l'opportunité de vivre l'expérience d'être expatriée grâce à mes parents. Donc, ça fait plus de 20 ans que je suis habituée à vivre à l'étranger. Et également, j'ai découvert en fait à l'âge de 15 ans que j'avais cette sensibilité élevée. Euh, donc le mot le plus connu, c'est hypersensibilité. Et c'est un mot que j'utilise de moins en moins parce que je préfère vraiment ce terme d'ultra sensibilité. Je vais l'expliquer juste après pourquoi. Mais finalement, quand j'ai découvert que j'avais cette haute sensibilité à l'âge de 15 ans, ma première réaction, ça n'a pas été de sauter au plafond, ça a plutôt été de la mettre au placard et de l'enfermer à double tour. Mais c'est bien des années après que je comprends qu'en fait, il se trouve que j'ai les yeux bleus, et eh bien ça ne changera pas. Et c'est pareil avec cette sensibilité élevée, eh bien je vais l'avoir avec moi toute ma vie. Et, et finalement, en fait, ensuite, un deuxième moment, à l'âge de 17 ans, je commence mon chemin sur le développement personnel, l'apprentissage de la connaissance de soi et notamment le pouvoir de nos pensées. Et je comprends en fait l'influence de la qualité de nos pensées sur la qualité de notre vie. Et c'est des années après finalement que je vais comprendre et que je me dis, mais si j'arrive à adopter un autre regard sur la manière dont je vais vivre ma sensibilité élevée, ben, ça va peut-être changer la manière et la qualité de ma relation avec cette sensibilité élevée. Et finalement, c'est ça que je m'évertue à développer comme mindset, autant pour moi-même que pour les clientes que j'accompagne par rapport à leur ultra-sensibilité. Euh, et finalement, qui suis-je? Comme je le disais, donc j'ai commencé à voyager à l'âge de 10 ans, à vivre à l'étranger. J'ai voulu continuer ça dans une première carrière. C'est pour ça que j'ai d'abord dédié 10 ans à l'industrie hôtelière de luxe, où j'ai travaillé dans 7 pays différents. À l'âge de 24 ans, je gérais une équipe de 7 nationalités différentes. Et finalement, en 2018, en fait, je me rends compte que je ne comprends plus forcément pourquoi je fais ce que je fais, je perds le sens dans ce que je fais et je me dirige tranquillement vers le burn-out avec un épuisement émotionnel, physique et mental. Et donc, c'est là que je décide d'arrêter cette première carrière. Et finalement, pour m'en remettre, moi, je pars en voyage en octobre 2018 et à ce retour de voyage, je décide d'entreprendre en 2020. Et c'est là que je démarre en tant que coach. Au début, pas spécialisée pour l'accompagnement des entrepreneurs ultra sensibles, mais c'est au fur et à mesure que je me dirige vers l'accompagnement justement des entrepreneurs ultra sensibles euh, qui, qui est quelque chose d'important pour moi. Quel est le déclic, Bilitis, que tu as eu entre ce que tu faisais dans la partie coaching dans un premier temps, pour ensuite, on va dire, te spécialiser Mhm. dans l'ultrasensibilité? Quel a été pour toi le déclic fondamental qui qui t'a amené là où tu es aujourd'hui? Mhm. En fait, oui, le déclic, c'est en fait au début, j'ai démarré en 2020 en voulant aider l'autre à développer la meilleure version de soi. Et, et finalement, je me suis rendu compte que j'attirais à moi des profils atypiques, puisque je suis moi-même atypique. Donc oui, pour moi, le déclic, en fait, c'est que au début, quand je me suis lancée, je voulais accompagner l'autre à développer la meilleure version de lui-même, d'elle-même. Et finalement,
au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'attire à moi des profils atypiques, donc ultra sensibles, multipotentiels, c'est-à-dire qui ont plusieurs centres d'intérêt, qui adorent apprendre, qui sont très créatifs. Et, et finalement, en fait, en reprenant le temps de faire quelques recherches sur l'ultrasensibilité, eh bien, j'ai réalisé, en tout cas pour moi, que plus j'allais connaître cette partie de moi en étant ultrasensible, et plus j'allais l'intégrer dans mon quotidien, et plus finalement j'allais être en accord avec cette partie de moi. Et donc, c'est ce que je souhaite transmettre aux autres entrepreneurs également, pour non plus que ça soit quelque chose qu'on aille contre ou qu'on cache, mais à l'inverse, qui devienne un réel allié dans notre quotidien, que ce soit dans notre business ou dans notre vie personnelle. Super. Et en fait, quand tu es sensible, on voit souvent cette sensibilité-là, et tu disais plus tôt, au début de cette interview, que justement, ça paraissait plus comme un fardeau. Donc, si je peux résumer très rapidement et succinctement, en fait, tu mets en lumière cette ultra-sensibilité-là, tu la valorises, tu la mets en lumière et en valeur, tu la sublimes pour montrer finalement que ce que tu fais, c'est un cadeau plus qu'un fardeau. Tout à fait, c'est ça, parce que voilà, je fais partie de, je fais partie de celles et ceux qui, quand ils l'ont découvert, c'était plutôt un fardeau justement, puisqu'on a été plus habitué à une vision de la haute sensibilité, à être vu, perçu comme une fragilité ou comme quelque chose d'instable, alors que on peut le vivre carrément différemment, et notamment d'où le choix de parler d'ultrasensibilité et non plus d'hypersensibilité, parce que quand on utilise cette expression hypersensibilité, il y a cette notion d'hyper, il y a cette notion d'excès, comme s'il y avait trop de sensibilité, comme s'il fallait prendre une cuillère, parce que c'est un élément plus doux, Mm. comme s'il fallait prendre une cuillère pour se retirer de la sensibilité. Alors qu'à l'inverse, quand on parle d'ultra-sensibilité, ultra, en fait, il y a cette expression française où on va parler du nec plus ultra, ce qui veut dire c'est le top du top. Mm. Et moi, c'est cette vision-là que je veux nourrir et chérir à travers cette sensibilité élevée, qu'il faut le rappeler, est partagée par 30% de la population âgée de 10 ans et plus, d'après l'Observatoire de la sensibilité. Et c'est super intéressant, d'autant plus que moi, j'ai pu assister à l'un de tes accompagnements. J'ai eu la chance de faire un accompagnement en groupe avec toi. L'ascension potentielle, quand on est ultra sensible, et ça a été très, très enrichissant dans le sens où on a fait des exercices très introspectifs, on a trouvé des solutions, on a été chercher des solutions justement pour, comment dire, aller chercher au fond de soi les éléments qui peuvent nous aider, donc des bons outils qui peuvent nous aider justement à avoir plus de cohérence par rapport à ce qu'on ressent, à mieux comprendre nos émotions, mais aussi les accepter. Et ça, c'est une très, très grande force, ouais, quand on est ultra sensible. Et est-ce que tu fais toujours cet atelier-là? Cet atelier, il évolue en fait, Angélique, parce que comme il touchait sur différents sujets, mais là, il se trouve que je vais parler très prochainement sur les réseaux d'un prochain accompagnement de groupe que je vais lancer début décembre, et qui sera exclusivement dédié aux entrepreneurs ultra sensibles, où justement il y aura une première partie sur sur casser les mythes sur l'ultrasensibilité pour remettre les choses à leur place, repartir sur du vrai, et surtout sur comment se manifeste l'ultrasensibilité chez chacune des participantes, parce qu'il y a une diversité au sein même des profils ultrasensibles finalement. On n'a pas on n'est pas concerné par l'ultrasensibilité de la même manière. Certains vont être plus sensibles, par exemple, au bruit, aux odeurs, aux lumières fortes, à la douleur,
ou quand il se passe beaucoup de choses autour d'elle, alors que d'autres vont être davantage impactés par l'humeur des autres. Donc, donc cet atelier, il va adresser cette première partie sur redéfinir l'ultrasensibilité et ensuite axer, toujours mettre l'ultrasensibilité au centre et retravailler sur son mindset, que ce soit au niveau également de l'approche sur son business et également sur sa vision, son énergie, puisque en particulier, les profils ultrasensibles vont avoir tendance à perdre beaucoup de temps dans la rumination, par exemple, et également à développer le self-leadership. Parce que je crois beaucoup justement au profil ultrasensible qui est nécessaire pour, dans le monde entrepreneurial pour faire avancer des projets qui ont du sens et une vraie valeur ajoutée à la société. Et justement, je rebondis sur ce que tu dis, par rapport à la haute sensibilité. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu, cette, haute sensibilité-là justement, s'il te Tout plaît? à fait, tout à fait. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc ça concerne déjà 30% de la population âgée de 10 ans et plus. Ensuite, ça concerne autant les hommes que les femmes, 50-50. Et également, c'est 50% génétique et 50%, ça va s'exprimer. Les gènes sont présents, mais ça va s'exprimer par une cause extérieure, par l'environnement. Donc, quand on parle de génétique, ça veut dire que si on se sent concerné, eh bien, il faut regarder au-dessus de soi par rapport à ses parents. Ça veut dire que les deux, ou voire un des deux parents, est ultra sensible. Et puis, si on a des enfants, on regarde vers le bas et là, du coup, on se dit qu'il y a une chance sur deux qu'ils soient également ultra sensibles. D'ailleurs, la particularité, c'est que certains parents apprennent qu'ils sont ultra sensibles quand en fait, ils vont faire identifier leurs enfants. Et, Mmh. et finalement, euh, et finalement, oui, qu'est-ce que c'est? C'est un trait de caractère comme être honnête et courageux et aussi, en fait, c'est simplement une sensibilité plus élevée au niveau de notre système nerveux. OK? Et cette sensibilité plus élevée, elle va s'exprimer au niveau de nos 5 sens, donc une sensibilité plus élevée au niveau du bruit ou au niveau de la musique, d'apprécier la musique ou au niveau du visuel, apprécier l'art, la nature et au niveau émotionnel, donc nos émotions, enfin, on va être plus sensible au niveau émotionnel parce que la particularité, c'est que quand on vit un événement, eh bien, ceux qui ne sont pas concernés par l'ultrasensibilité, ils vont vivre l'événement par leur canal rationnel au niveau de leur cerveau, alors que pour quelqu'un d'ultrasensible, ça va passer par son cerveau limbique, le siège des émotions. Et pour donner quelques exemples concrets, finalement, Angélique, c'est par exemple, on va prendre l'exemple simple au restaurant. On est quelqu'un d'ultra sensible, ben, eh bien, l'ambiance du restaurant va extrêmement jouer sur la manière dont on va passer notre soirée. Parce que ce ne sera pas le même dîner si on est dans un endroit où les tables sont serrées, la musique est forte, on entend ses voisins. Et ça demande plus d'efforts à la personne ultra sensible de se centrer sur la personne en face d'elle pour l'entendre. Parce que c'est comme s'il y avait tous les volumes, tous les sons autour de soi qu'il fallait manuellement baisser, ce qui se fait naturellement chez quelqu'un qui n'est pas ultra sensible. Et à l'inverse, la soirée sera différente si on est dans un restaurant où la musique est basse, c'est plus une ambiance tamisée, les tables sont distancées. Voilà, c'est une expérience plus plaisante. Du coup, j'ai une question. Quand tu parles de moi j'appelle ça brouhaha extérieur, Hmm. c'est trop plein de mouvements, qui nous envahit. On a, l'impression justement que ça rentre à l'intérieur de nous et que c'est tellement envahissant qu'on n'arrive plus à distinguer si ça nous appartient et où Hmm. ça ne nous appartient pas en fait. Et c'est pareil quand on est ultra sensible, là je parle en termes d'exemple justement, c'est que quand on sent, on ressent les émotions des autres, justement, il y a aussi cette notion de qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Est-ce que c'est correct pour toi? Oui, ouais, c'est très Enfin, important ça de le distinguer parce que par exemple, ça va se refléter chez un professionnel qui est coach ou thérapeute et qui aura tendance
justement, une des forces en particulier l'entrepreneur ultra sensible, c'est son empathie envers ses clients. Mais il y a une distinction super forte et ultra forte à faire, c'est que on peut être dans l'empathie, donc créer cette connexion forte avec son client quand on est dans l'écoute, quand on est coach, thérapeute. Mais si on va s'approprier les émotions de l'autre, c'est là où on va rentrer dans une fatigue de l'empathie. Et en fait, on sort de ces échanges en fin de journée, on est épuisé. Pour ça, en fait, c'est nécessaire de faire certaines activités qui vont aider à avoir davantage conscience de soi. Ça va passer par les pratiques de respiration, comme la cohérence cardiaque. Ça va passer par la méditation, Angélique, que tu sais très bien mettre en avant aussi. Et ça va passer, par exemple, aussi par la marche. Et la marche, en plus, ce qui est top, c'est que quand on va marcher, ça va, en particulier dans la nature, euh, en marchant, le mouvement de la marche, ça va permettre d'équilibrer les deux hémisphères du cerveau. Et donc, on n'est plus dans ce brouhaha mental euh, si on est trop dans notre cerveau gauche, dans la réflexion. Donc, développer le muscle de sa conscience de soi. Et pour ça, la marche, les pratiques de respiration, la méditation et le yoga, par exemple. Puisque dans le yoga, on a la pratique du mouvement physique et en même temps d'avoir conscience de sa respiration. Super. Ah, bah, merci beaucoup. Euh, je vais revenir un petit peu sur la partie ultra sensible et entrepreneur. Euh, On a déjà parlé, mais je te repose la question. Est-ce que c'est possible justement d'être ultra sensible et entrepreneur? Mmh. Oui, et c'est super important de mettre en avant parce que j'ai déjà eu cette réflexion quand je parlais de ce que je faisais, de qui j'accompagnais et d'entendre dire c'est possible ça, d'être ultra sensible et entrepreneur. Eh bien oui, ben justement en fait, parce que oui, c'est possible. Parce qu'en plus, par exemple, dans il faut savoir qu'une des forces des ultrasensibles, c'est, donc je le disais juste avant, c'est leur empathie, leur manière de créer une connexion forte avec leurs clients, par exemple. Et il se trouve que d'après le Forum économique de 2017, eh bien, une des compétences clés, d'après eux, à développer dans les soft skills, courant 2022, donc c'est déjà passé, c'était de l'empathie. Donc c'est déjà quelque chose de recherché dans le monde du travail. Et ça, c'est une des forces de l'entrepreneur ultrasensible. Également, oui, c'est possible. Quand on se lance en tant qu'entrepreneur, c'est aussi qu'on a une certaine créativité débordante. Et ça, c'est un des points, une des forces de l'entrepreneur ultrasensible. Cette forte empathie, cette créativité débordante, ce sens de l'intuition qui fait partie notamment d'une des 21 lois irréfutables du leadership par John Maxwell. C'est cette capacité intuitive aussi à savoir où se rendre, où va être visionnaire, où va aller le marché avant qu'il y soit finalement. Et c'est ce que peut Oui, apporter l'entrepreneur ultra sensible en tant qu'entrepreneur, par exemple. je vais rajouter quelque chose par rapport à ça, si tu veux bien. Mhm. Parfois, avant même de voir le chemin, on voit le but. On sait où on veut aller, on sait comment, enfin, on sait quel objectif on veut avoir. Euh, on voit pas forcément le chemin, mais on voit le but. Et le chemin, il se dessine par rapport à notre créativité, par rapport à nos ressentis, par rapport à de l'intuition. Des fois, on se plante, des fois, mais c'est pas grave. Et malgré ça, le fait, par exemple, bah, de se planter, c'est aussi comprendre nos émotions, notre sensibilité, notre façon de ressentir les choses. C'est aussi, entre guillemets, jouer avec notre intuition, avec nos ressentis, mais rester connecté aux faits. Tu veux dire, oui, de ne pas se laisser emporter forcément par le résultat, de rester factuel, d'apprendre la leçon peut-être de ce qui peut ressortir. En gros, que malgré notre sensibilité, Mhm.
et qu'il peut y avoir, des échecs, dans certains domaines, Mmh. hem, on peut, hem, on peut alors, j'arrive plus. C'est pas grave, tant pis, je couperai, OK. cette partie-là. Non, c'est OK, c'est OK, hein. C'est quoi? Qu'est-ce qu'une entrepreneuse ultra sensible peut rencontrer comme difficulté? Bah, voilà, je vais poser la question, du coup, je te pose Vas-y. la question du coup, je te pose la question, qu'est-ce qu'une entrepreneuse ultra sensible, peut rencontrer comme difficulté? Oui, en fait, parfois les forces que j'ai citées juste avant peuvent devenir, des difficultés. Par exemple, cette créativité débordante, eh bien, on perd le sens, des priorités. Ensuite, cette hyper-empathie avec les autres, si on fait de l'hyper-empathie, où on absorbe les émotions des autres, où on s'identifie aux émotions des autres, c'est là où ça devient, difficile parce qu'on va se retrouver fatigué en fin de journée. Ensuite, il y a aussi la rumination, c'est-à-dire que, par exemple, quand, si on a rendez-vous avec un prospect, mais que celui-ci, ne vient pas, et il était 10 heures du matin, et bien, en étant ultra sensible, on va avoir cette, réaction plutôt au niveau émotionnel, où on va se dire: «Mais il aurait pu prévenir, c'est pas agréable, c'est vraiment pas cool de sa part», et on va partir dans la rumination où en fait ça, notre journée, n'a plus de rythme et il est 22 heures, on repense encore à ça finalement. Et ensuite, ça va être le perfectionnisme toxique, à vouloir toujours faire plus, donner plus, sans savoir justement à quel moment finalement ce que nous avons réalisé est de qualité. Et perfectionnisme toxique, finalement, on va s'épuiser et en plus perdre du temps. Et il y a aussi bien sûr l'hyperstimulation. Donc, l'hyperstimulation en faisant, plusieurs tâches en même temps ou en étant sollicité en même temps, en ayant le téléphone toujours sur notification, les emails, notifications, et aussi, pas de temps, ne pas se laisser de temps pour recharger et finalement enchaîner ses journées et là, c'est, l'épuisement, c'est le burn-out qui est plus assuré. D'ailleurs, les ultrasensibles sont plus concernés et attention aussi aux relations, toxiques, qui parfois, finalement, on peut être nous-mêmes cette personne toxique selon le dialogue qu'on peut Oui. avoir, de nous à nous. Oui, en fait, c'est surtout, le dialogue interne enfin, je rebondis, hein, sur ça, je me permets. Bien sûr, bien Heu, sûr. Justement, le fait que l'autre pense on peut être une relation toxique à ce moment-là, c'est tout simplement le système de pensée qu'on peut avoir de manière interne, et le fait d'avoir ce système de pensée-là de manière interne se reflète, bah, automatiquement vers l'extérieur, quand on est, avec, une haute sensibilité. Voilà. Mmh. Mmh. Ce Je qui fait comprends. que ça peut nous affecter, ça affecte les autres aussi. Voilà. Mmh. Mais derrière, Mmh. quand on sait qu'on a cette, sensibilité-là, de pas le voir comme quelque chose de lourd, comme un fardeau, heu, voilà. Justement, quand on est une entrepreneuse ultra sensible, qu'est-ce que tu recommandes de mettre en place? Oui, Angélique, donc finalement, en fait, si on reprend par rapport à ce que j'ai cité précédemment, les difficultés que pouvait rencontrer l'entrepreneur ultrasensible, par rapport, par exemple, à la créativité débordante, on peut s'inspirer de la loi de Pareto, c'est-à-dire la règle des 20-80, c'est-à-dire que 20 sur quoi on centre, nos efforts nous rapporte 80 de résultats. Et donc là, j'invite vraiment du coup à identifier quels seraient ces 20 qui seraient les priorités number one. Et le reste du temps, bah, finalement, c'est OK si on est dans la créativité et dans la création, finalement, parce qu'on a su gérer nos priorités du moment. Ensuite, faire face à l'hyper-empathie avec les autres, eh bien, on en a parlé déjà plus tôt dans le podcast, ça va être de s'entraîner à se différencier de qu'est-ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient pas en termes d'émotion et ça va vraiment changer du coup, notre niveau d'énergie en fin de journée, parce on aura, on aura traité moins d'émotions lourdes qui finalement ne nous appartiennent pas.
Et si on veut aller vivre ses émotions, eh bien, c'est en conscience. Ce n'est plus inconscient, ce n'est plus mécanique, systématique. Et pour comment mettre fin à la rumination, ça, je me souviens, ouais, c'était vraiment quelque chose qui vous avait interpellé chacune dans la formation précédente sur Ascension potentielle, parce que c'est un outil simple à mettre en place, mais c'est la règle des 5 secondes, finalement. Utiliser la règle des 5 secondes pour mettre fin à la rumination, c'est un outil créé par Mel Robbins, qui s'en est servi d'abord pour elle-même et qui a réalisé, mais dans nombre de contextes, que l'on peut utiliser cette règle des 5 secondes. Et moi, du coup, je l'utilise et je la propose pour mettre fin à la rumination. Qu'est-ce que c'est finalement cette règle des 5 secondes? À nouveau, on est dans reprendre conscience de soi. Et pour y mettre fin, pour y dire stop, eh bien, ça peut être mentalement dans sa tête, compter 5, 4, 3, 2, 1 et couper en fait. On peut imaginer comme si on coupait un ballon finalement et qu'on lâchait prise sur cette situation. À nouveau, ça demande de la pratique. Donc peut-être au début, il faudra faire plusieurs fois 5 secondes. Mais avec le temps, vous y arriverez plus rapidement à lâcher prise. Ensuite, pour en finir avec le perfectionnisme toxique, ce qui va être important dès le début finalement, ça va être de se fixer un cadre, par exemple. Fixer un cadre par rapport à un temps limite que l'on veut dédier à un projet, par exemple, et aussi de changer son mindset, par exemple, son mindset par rapport à l'échec, que l'échec n'est finalement autre qu'un mot synonyme d'expérience d'apprentissage. Voilà. Et par rapport à l'hyperstimulation aussi, finalement, comment on met fin à l'hyperstimulation, comment on évite ça? Et ça va être finalement de se préserver en faisant une chose à la fois, en prenant le temps, par exemple, de faire de la méditation et aussi d'inclure ce qui s'appelle le yoga nidra, qui est une pratique de yoga allongé avec une détente profonde sans endormissement. Et ce que ça va faire finalement, ça va faire comme un reset au niveau de son système nerveux, comme on va vider les poubelles de chez soi 2, 3, 4 fois par semaine. Et bien là, ça va faire la même chose, mais au niveau de notre système nerveux, et on va regagner en énergie. Et finalement, encore deux autres par rapport au fait de ne pas avoir de temps pour recharger. Ce qui va devenir important, ça va être autant on marque dans son agenda nos rendez-vous du quotidien avec nos clients. Bah là, ça va être de se caler 1 heure avec soi dans son agenda. Parce que ce qui n'est pas marqué n'est pas fait. Donc, au début, vous pouvez commencer par des créneaux de 10-20 minutes. Et finalement, quand vous voyez que vous commencez à respecter ce temps pour vous, vous pouvez augmenter 30 minutes, voire 1 heure même. Aujourd'hui, ça peut paraître infaisable, mais oui, c'est possible au fur et à mesure. Et finalement, les relations toxiques, comment s'en défaire? Eh bien, ça va être d'utiliser finalement sa joie comme une boussole, d'identifier quelles sont les personnes autour de soi qui nous amènent cette joie et diminuer le temps avec les personnes toxiques et augmenter le temps avec les personnes qui nous apportent plus de joie. Et donc, finalement, se demander, est-ce que les personnes qui t'entourent sont source de stress ou de joie? Et si c'est nous-mêmes le facteur de stress ou la personne toxique, eh bien, alors là, on va revenir à prendre du temps pour soi, voilà, parce que on est le départ de tout. Notre environnement extérieur est un reflet de notre intérieur. Oui. Merci beaucoup, Bélitis, pour ça, pour tout ce partage. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les Avec réseaux grand sociaux? plaisir. Oui, avec grand plaisir, Angélique. On peut me retrouver du coup sur Instagram à Ultrasensibilities et également sur LinkedIn à Bilitis TLG. Et je propose aussi justement de découvrir si vous êtes entrepreneur ultra sensible à travers un quiz. Et pour celles qui veulent aller plus loin,
Après avoir fait le quiz, je propose en fait une, audite, stratégique, super bloom, sensitive, où on fait en fait, à travers un entretien de 90 minutes, on voit ensemble, on analyse plus en profondeur les résultats par rapport à votre quiz et je vous fais des recommandations personnalisées sur mesure et avec cela, je vous accompagne pendant un mois en messagerie privée. Voilà, donc il y aura le lien, pour faire le quiz, également avec le podcast. Oui, et si jamais vous avez des questions, les commentaires, sont ouverts, il y a aucun souci. Vous pouvez, poser vos questions à Bilitis et je me ferai un plaisir de te les transmettre, Bilitis. Voilà. Merci, je me ferai un plaisir de vous répondre. Oui. Sur ce, on vous laisse, sur, cette note, joyeuse. La joie comme GPS, rappelez-vous-en. Oui. Merci beaucoup, Bilitis. Merci à toi, Angélique. Je te souhaite une excellente journée et bonne journée à tout le monde.